Chaque matin, elle vient par les bois. À mesure qu'elle traverse l'opacité des arbres et la nuit, Irène sent que la forêt dépose en elle quelque chose d'ancien qui se recrée sans cesse, une poussière de fantômes et d'humus. Elle roule dans le rayon jaune des phares et, peu à peu, glisse des ténèbres vers la lumière. Dans la petite ville, les volets fraîchement repeints s'ouvrent sans grincer. Les cheminées fument dans le matin brumeux. Rien ne dépasse, n'échappe à la vigilance des voisins. Elle freine sec pour laisser passer un cycliste avant de s'engager dans la longue allée boisée qui serpente entre les arbres. Au fond du parc, les bâtiments modernes abritent des dizaines de kilomètres d'archives et de classeurs que l'on pourrait longer des heures sans entendre les cris, les silences qu'ils renferment. Il faut avoir l'oreille fine et la main patiente, savoir ce que l'on cherche et être prêt à trouver ce que l'on ne cherchait pas. Irène est toujours émue de découvrir la plaque discrète. La première fois qu'elle a gravi ses marches, elle a déchiffré les mots « International Tracing Service » sans savoir ce qu'ils signifiaient. Elle n'était qu'une gamine expatriée par indépendance qui était restée par amour, suivant son fiancé dans cette région cernée de forêts où elle devrait déployer beaucoup de bonne volonté pour être acceptée, sans jamais y parvenir vraiment. Ce lieu était devenu, au bout du compte, ce qui se rapprochait le plus d'un chez elle. Même après que l'amour l'avait désertée, quand elle s'était retirée en lisière de ville, avec un enfant partagé entre deux maisons, elle n'avait pas imaginé repartir. Parce que chaque fois qu'elle gravit ses marches, elle se sent à sa place, chargée d'une mission qui la dépasse et la justifie. Elle appartient à ce lieu, une ruche dont les abeilles viennent d'un peu partout. Chacun dépose au vestiaire ce qu'il vit et souffre au dehors. Il faut se vider de tout ce qui encombre, se rendre réceptif. Elle dépose ses affaires sur son bureau, ouvre son agenda à la date du jour, 27 octobre 2016, et se hâte dans les couloirs. Elle a rendez-vous avec la directrice. Oh, il va falloir vous requinquer un peu, vous êtes palote, lui dit celle-ci pendant qu'elle sirote un espresso. J'ai une mission à vous confier. Irène ne peut réprimer un sourire. Depuis que Charlotte Rousseau dirige l'International Tracing Service, cette phrase retentit plusieurs fois par jour. De quoi s'agit-il ? La directrice l'observe en buvant son café. Hier soir, j'ai pensé à ces objets qui viennent des camps. Ils ne nous appartiennent pas. On les garde ici comme des reliques des enfers. Je crois qu'il est temps de les rendre acquis de droit. Mais leurs propriétaires sont morts. En tout cas, la majorité d'entre eux. Ils sont peut-être des enfants, des petits-enfants. Vous figurez-vous le sens que ça aurait pour eux de recevoir ces objets, revenus de si loin, dans leur vie, aujourd'hui, comme un testament? Alors j'ai pensé à vous et à votre équipe. Bien sûr, je ferai en sorte que vous receviez toute l'aide nécessaire. Irène s'entend dire oui, submergée d'excitation et de craintes diffuses. Et c'est ainsi, dans cette lumière brouillée d'automne, que tout commence. Je ne sais pas ce qu'on fait ici, pas vrai? Il avait interrogé Eva de sa voix grave où perçait un sourire. Irène repense souvent à ce jour de septembre 1990. Elle avait 23 ans, une alliance neuve à son doigt et la naïveté des jeunes gens qui croient que leur charme suffit à plier le monde. Eva Wollman lui avait fait passer un genre d'entretien d'embauche. Elle l'avait tutoyé, d'entrée de jeu, comme un vieux sage son disciple. Elle dégageait une impression de force dans un corps sec, un visage creusé de rides profondes où brûlait son regard gris vert, d'une intensité intimidante. Serrée dans un chignon, ses cheveux noirs étaient striés de mèches argentées. Elle avait un timbre rauque que l'accent polonais rendait mélodieux. Eva lui avait expliqué que l'ITS était né de l'anticipation des puissances alliées. Avant la fin de la Seconde Guerre mondiale,
elles avaient compris que la paix ne se gagnerait pas seulement au prix de dizaines de millions de morts, mais aussi de millions de déplacés et de disparus. Le dernier coup de feu tiré, il faudrait retrouver tous ces gens, les aider à rentrer chez eux et déterminer le sort de ceux qu'on ne retrouverait pas. Pour celui qui a perdu un être cher, ces réponses-là, c'est vital. Sinon, la tombe reste ouverte au fond du cœur. Tu comprends? Quand je suis arrivée ici, avait continué Eva, cette ville, c'était une ville SS. J'imagine que c'était partout pareil à l'époque. Ah non, l'avait-elle coupé. Pendant la guerre, cette ville vivait essentiellement grâce à la SS. Dans les rues, dans les forêts alentours, on croisait plus d'uniformes noirs que de civils. Tu as vu le château en arrivant? Il appartient à la famille de Waldeck et Pyrmont. Le prince héritier de l'époque, Josias, a été l'un des premiers à s'enticher Hitler, jusqu'à devenir général de division SS. Et, par une ironie de l'histoire, les Américains ont choisi Harolsen pour installer le plus grand centre d'archives sur la documentation nazie. De cette première rencontre avec Eva, Irène conserve le souvenir d'un vertige, comme dans ces jeux d'enfants où on la faisait tourner sur elle-même avec un bandeau sur les yeux. Cette ville, dont le prince avait été nazi, où l'on continuait, en 1990, à rechercher les disparus de la guerre. Comment était-ce possible? Eva lui avait montré les piles de courriers qui s'amoncelaient au secrétariat. Des dizaines de milliers de lettres arrivaient ici chaque année, dans lesquelles des voix imploraient dans toutes les langues, racontaient une longue quête. Certains avaient retourné la terre en vain. D'autres écrivaient « Je ne sais rien. Devant moi, il y a un grand trou. » Ou encore « Ma mère est morte avec ses secrets. Ne me laissez pas seule avec ce silence. » Chaque lettre pesait son poids d'espoir. Eva lui avait expliqué que l'ITS conservait plusieurs sortes de fonds. En premier lieu, les archives des camps, du moins qui avaient pu être sauvées de la destruction des traces ordonnées par Himmler. Mais pour relief de l'obsession nazie de la bureaucratie, des listes, des cartes d'enregistrement individuelles et des registres, cachés par les déportés ou que les assassins n'avaient pas eu le temps de faire disparaître. À Buchenwald, à Mauthausen ou à Dachau, l'avancée des troupes alliées les avait pris de court. Dans les derniers mois de la guerre, les Alliés s'étaient livrés à une course contre la montre, perquisitionnant les administrations allemandes, les hôpitaux, les prisons, les services de police, les asiles ou les cimetières. À ce butin originel s'étaient ajoutés les dossiers des entreprises allemandes et ceux des associations alliées qui s'occupaient des personnes déplacées, libérées des camps. Depuis 1947, le fond du centre n'avait cessé de grossir, tel un fleuve régénéré par une myriade d'affluents. La chute du rideau de fer avait libéré quantité d'autres secrets. Le trésor de guerre représentait aujourd'hui plusieurs dizaines de kilomètres de linéaire. Irène se sentait écrasée par ce monument de papier. La voix rauque d'Eva l'avait rattrapée. Ne te laisse pas impressionner. Le plus important, c'est de se souvenir que tout ça a été réuni dans un but. Chercher les disparus. C'est ce qui rend ces archives très particulières. Et la pièce maîtresse, c'est le fichier central. Viens faire connaissance. Il contenait près de 17 millions de fiches individuelles. En parcourant ces listes, Irène avait ressenti un mélange d'émotion et d'excitation. Elle aimerait ça, chercher, retrouver quelqu'un. Elle l'avait compris à cette vibration dans ses doigts. L'envie d'être seule face à ces océans de noms, autant d'énigmes à déchiffrer. Après la visite, elles avaient eu envie de prolonger la rencontre. La plupart des employés étaient partis. La chaleur douce de la fin d'après-midi enveloppait le perron et le parc. Eva lui avait offert une cigarette et elles avaient fumé en déambulant sous les arbres. Ce n'est que lorsque Eva avait remonté ses manches pour profiter des derniers rayons du soleil qu'Irène avait aperçu les chiffres sur son avant-bras. Elle avait détourné les yeux pour ne pas la blesser, mais
Eva avait surpris son regard et répondu à sa question muette. À Auschwitz. Ils m'ont tout pris. Mais ils n'ont pas eu ma peau. Tétanisée, Irène n'avait rien su dire. Et peut-être sa guide n'attendait-elle aucune réponse, car elle avait aspiré une dernière bouffée de cigarette et écrasé le mégot. Pendant des années, il n'avait plus été question du passé d'Eva. Irène n'arrive pas à se le pardonner. Elle s'est longtemps raconté que son amie préférait ce silence. Quand elle a compris que ce n'était pas Eva qu'il protégeait, il était trop tard. Et chaque fois qu'elle pense à elle, ou qu'elle lui manque, il est trop tard. Irène inventorie les enveloppes rangées dans les grands placards métalliques, en ouvre certaines, les referme. Chacune porte une cote, un descriptif sommaire. Près de 3000 objets reposent ici, à l'abri de la lumière. On les manipule avec précaution, après avoir enfilé des gants. Ils sont vieux, usés. Ce sont des cadrans de montres voilées dont les aiguilles se sont figées un matin de 1942, ou peut-être un après-midi pluvieux du printemps suivant, ou par une nuit froide de l'hiver 44. Elles indiquent l'heure où elles se sont arrêtées, comme un cœur cesse de battre. Dans d'autres boîtes, des portefeuilles vides. Sur la page d'un agenda, quelques mots dans une langue étrangère qui résonnaient peut-être ce jour-là avec l'urgence de vivre et l'angoisse. Irène peut se les faire traduire, mais personne ne saura lui dire leur nécessité pour celui qu'on a déshabillé à son entrée dans le camp. Des alliances nues qui n'avaient pas quitté l'annulaire d'un mari ou d'une femme depuis le jour des noces. Des chevalières gravées, des bijoux de pacotille à la coquetterie démodée, une monture de lunettes brisées. Ce sont des objets sans valeur marchande. Les biens monnayables étaient dérobés, sans retour. Ce sont les restes méprisés par les assassins, dont la modestie traduit celle de leurs propriétaires. Au moment de partir pour ce long voyage vers l'inconnu, ils ont emporté du précieux qui ne pèse pas. Leur papier d'identité, quelques talismans sentimentaux, souvenirs d'une vie qu'ils espéraient retrouver intacte après l'arrestation, le cachot, les tortures, le wagon plombé. L'ITS a hérité de près de 4000 objets au début des années 60. 1 millier a été restitué à l'époque. D'un objet qui attend de retrouver son propriétaire, on dit qu'il est en souffrance. La nouvelle secrétaire toque à la porte de son bureau. Elle s'excuse de la déranger, mais une certaine Lucia Heller attend dans le hall. Je ne reçois pas de visiteurs, la concurrente. On ne vous a pas prévenu? Elle ne rencontre jamais les descendants qui viennent à Bad Arolsen. Elle se protège de leur désarroi, de leur reconnaissance. Elle raccommode des fils tranchés par la guerre, éclaire à la torche des fragments d'obscurité. Sa mission témoignée, elle s'efface. Elle ne veut pas entrer dans leur vie, ni qu'ils entrent dans la sienne. Il
n'y a que les morts qu'elle n'arrive pas à tenir à distance. Mais cette dame arrive d'Argentine. Elle cherche des informations sur Eva Wollmann. Elle dit que c'est la cousine de sa mère. Eva. Le cœur d'Irène manque un battement. Elle ne peut déléguer à personne ce qui touche à Eva. Elle est la seule ici à l'avoir vraiment aimée, la seule qui reste. Eva était tellement solitaire. Le seul être qui l'attendait le soir était un vieux chapelé. Elle avait peu d'amis, dont Irène s'énorgueillissait de faire partie. Elle détestait les effusions, se défendait contre toute fragilité. À l'ITS, tout le monde redoutait son ironie, à commencer par le directeur. « J'ai connu pire que ce tyran d'opérette », confiait-elle à Irène, et l'amusement d'une jeune fille dansait dans ses yeux. « Prévenez cette dame que je vais la recevoir », dit-elle à la secrétaire. Les jours suivants, Irène se décide à explorer le passé d'Eva. Il aura fallu la visite de Lucia Heller pour qu'elle surmonte ses réticences. Elle qui a vu son amie lutter contre le cancer et refuser de mourir à l'hôpital, elle est prête désormais à découvrir les épreuves qui l'ont coulé dans la peau de survivante. Sur le questionnaire qu'elle a rempli au camp de déplacés de Bergen-Belsen, l'adolescente indique les noms de son père et de sa mère, Medrès et Estera, et de deux petits frères, Jacek et Jurek. Elle précise leur dernière adresse connue dans le ghetto de Varsovie. Sa famille a déménagé plusieurs fois à l'intérieur du ghetto parce que les Allemands rétrécissaient le quartier juif à mesure qu'ils déportaient sa population à Treblinka, jusqu'au moment où l'insurrection a stoppé les déportations. Pour châtier la révolte des combattants juifs, les Allemands ont réduit le ghetto en poussière avec une rage méthodique, pulvérisé les immeubles, les rues, les places où les marchands côtoyaient les mendiants. Eva n'a pas assisté à ces derniers combats. Au printemps 1943, elle indique se cacher dans une banlieue de Varsovie chez une catholique. En février 1944, elle est arrêtée et déportée à Auschwitz. A-t-elle été dénoncée? À l'évacuation du camp, elle est jetée sur les routes par une marche de la mort qui conduit les survivants, exsangues, jusqu'au camp de Bergen-Belsen. Après sa libération par l'armée britannique, elle précise avoir été soignée à l'hôpital. À la question « Souhaitez-vous être rapatriée en Pologne ?» elle répond « Ich weiß nicht ». Je ne sais pas. Elle a 15 ans, vient de vivre une odyssée contrestationnaire. Quel avenir pourrait-elle envisager? À la fin du questionnaire, le fonctionnaire allié a inscrit « Jeune fille frêle, marquée par les séquelles de la malnutrition et du typhus. Le médecin note un retard de croissance. Elle a eu ses premières règles il y a 2 semaines et en a été terrifiée. Elle dit s'être vieillie de 2 ans à l'arrivée à Auschwitz sur les conseils d'un homme qui récupérait les affaires dans les wagons. Il l'a aussi averti de ne pas monter dans les camions marqués d'une croix rouge. Elle a su plus tard qu'ils emmenaient les gens au gaz. Son esprit est vif, enclin à la provocation. Seul Erin O'Sullivan de la Croix-Rouge britannique a réussi à gagner sa confiance. Elle dit que la jeune fille s'inquiète beaucoup pour les siens. Elle a eu du mal à la décourager de partir à leur recherche. Je serais d'avis de la garder ici le temps de déterminer s'ils sont en vie. Et s'ils sont décédés, comme on peut le craindre, il faudra la confier à la Croix-Rouge polonaise. Dans ces quelques lignes, il y a une Eva qu'elle reconnaît, déterminée, lucide sur la nature humaine, et une autre, qu'elle découvre et dont le désarroi la bouleverse. Cette gamine perdue, abîmée dans son corps et dans son âme, elle aimerait pouvoir la serrer dans ses bras. Elle espérait retrouver les siens, elle ignorait à quel point elle était seule dans ce carrefour de l'après-guerre. Vous qui l'avez connue, elle était comment? Je demande Lucia Heller. Féroce est le mot qui lui vient. Elle le prononce avec tendresse.
J'aime comme vous parlez d'elle, répond cette jeune femme brune à la beauté d'Altière. Vous étiez très proche, n'est-ce pas? Autant qu'elle le permettait. Elle se livrait très peu, vous savez. Elle gardait une distance, sauf avec son chat. En prononçant ces mots, Irène se souvient de la photo que son fils avait volée un dimanche où Eva les avait invités à déjeuner. La vieille chatte tigrée avait fugué à leur arrivée. Elle avait fini par rentrer et sauter de la fenêtre sur les genoux de sa maîtresse. Anno avait immortalisé l'instant. Elle aime ce portrait parce que l'animal invite sur le visage d'Eva une douceur malgré elle. Elle dit « La voilà, après le camp, avant la maladie. » C'est ainsi qu'elle la garde dans sa mémoire. « Elle est belle », murmure Lucia. Le chat ronronne sur ses genoux. Eva ébauche un sourire de capitulation. Irène étale d'autres photos sur le bureau, des clichés sépia d'un autre temps, mystérieux de ce qu'ils trahissent. Les jeunes filles en fleurs, assises sur les marches, ont dans le regard une fragilité poignante. Des couples dansent au bal de Noël 1947, près d'un homme appuyé sur ses béquilles. Sous la bannière de l'International Tracing Service, Eva relève le menton, l'air de dire « Eh bien, quoi ?» Elle était arrivée un matin avec Erin O'Sullivan, la jeune femme de la Croix-Rouge britannique, qui avait su l'apprivoiser. Elle était restée, découvrant dans ses baraquements militaires une communauté chaleureuse de rescapés qui lui ressemblaient. Ils essayaient ensemble de renaître à la vie, organiser des bals, des activités sportives, des fêtes de Noël, des pique-niques au bord des lacs. Des couples se formaient, des enfants naissaient dans cette parenthèse. Sur tous les clichés, ce mélange de joie affichée et de mélancolie diffuse, comme un boitement qu'on s'appliquerait à cacher. Plus loin, Eva pose près de ses collègues pour le réveillon 1965. Elle a 35 ans, calcule Irène, mais fait beaucoup plus jeune et beaucoup plus vieille. Lucia scrute ses traits avec émotion. Ces gens à côté d'elle, ce sont des anciens déportés? Pas tous, mais ils avaient en commun d'avoir tout perdu. Ils étaient un peu comme une famille pour elle? Interroge Lucia, songeuse. Irène se demande si le mot aurait blessé Eva. Je ne sais pas. Je suis heureuse qu'elle n'ait pas fini sa vie seule. Elle n'était pas seule, répond Irène, bien qu'elle sache que c'est aussi un mensonge. En traversant le parc, Lucia lui confie qu'elle a obéi à une impulsion profonde. Elle l'a fait contre le silence de son grand-père. Ce silence se dressait comme un mur. Il était fait de terreur et d'un chagrin inexprimable. Elle n'avait pas l'intention de le briser, dit-elle, mais de se relier à ceux qui n'étaient plus là, de les écouter. Elle sait qu'elle en sera changée, même si elle redoute la part d'ombre de ces vies ravagées. Eva se défendait contre l'attachement, mais elle était désarmée par l'amour de son chat. Sans amour, à quoi ressembleraient nos vies? Demande Irène. Elle serait sèche, murmure Lucia. C'est pour ça que vous êtes allés à leur rencontre. Désormais, ils font partie de vous. La fenêtre du bureau donne sur la rue. En face se dressait la grande synagogue de Varsovie. Les Allemands l'ont incendiée pendant l'insurrection du ghetto. Nous n'avons pas tous les jours la visite d'une archiviste d'Arolsen, sourit la conservatrice. Elle parle anglais, presque sans accent, et ressemble à une étudiante avec sa queue de cheval et son pull à col roulé. À son cou,
brille une petite croix en or. Vous nous avez soumis une requête au sujet d'une survivante juive polonaise. Irène acquiesce et lui résume la vie d'Eva, depuis le ghetto de Varsovie jusqu'à Elitéès. Votre amie nous a écrit dans les années 50. Elle cherchait à obtenir des renseignements sur ses parents, Medres et Estera Volman, et sur ses deux petits frères. À l'époque, on lui a répondu qu'aucun d'eux ne figurait sur le registre des survivants du ghetto. Ces lignes n'ont pas découragé Eva, qui leur a rendu visite après l'effondrement du régime communiste, quelques semaines seulement avant qu'Irène ne fasse sa connaissance. Pendant un mois, elle est venue chaque jour consulter les archives du ghetto. L'archiviste qui l'a accueillie mentionne qu'Eva a été bouleversée en découvrant certains documents. Alors, je vous en ai fait des copies et je les ai traduits en anglais. Ils sont rédigés en hébreu, dit la conservatrice. Elle l'installe dans un bureau spartiate et la laisse seule. Une table en bois, une chaise. Irène allume une lampe, car le ciel de neige laisse filtrer peu de lumière. Au début, elle ne comprend pas très bien ce qu'elle lit. Décontenancée, elle cherche des yeux la version en hébreu. Observe l'écriture appliquée, encore enfantine, le papier ligné. Mon père est la personne que j'admire le plus au monde. Il est très savant et s'énerve rarement. Au lieu de crier sur nous, il prend le temps de nous expliquer des choses importantes. Avant la guerre, il était professeur à l'université. Quand on a dû venir habiter dans le ghetto, il a perdu son travail. Il était toujours triste et fatigué. Et puis, les voisins sont venus chez nous pour lui demander de diriger le comité d'immeuble. Depuis, il organise des spectacles, des soirées culturelles et des collectes pour les pauvres. Et il n'est presque plus jamais triste. Il nous raconte des histoires incroyables sur le peuple juif et il connaît des blagues très drôles. Même Yatsek n'arrive plus à bouder car il ne peut pas s'empêcher de rire. Mon père dit toujours qu'il veut qu'on grandisse droit même si le monde va de travers. On a plus de chance que d'autres, alors on doit donner l'exemple. Yatsek ne comprend pas pourquoi il n'a pas le droit de mendier avec les autres enfants dans la rue. Il admire les voyous qui volent le pain des dames riches quand elles reviennent du marché. Mon père nous explique que les gens que nous voyons mendier dans la rue ont été chassés de chez eux. Ils habitaient dans d'autres parties de la Pologne. On leur a tout pris et ils n'ont plus rien. Alors ils sont obligés de mendier et certains perdent toute moralité. Il faut les plaindre et ne pas les juger parce que nous avons la chance d'avoir un toit sur la tête et des parents et nous mangeons plus d'un repas par jour. Il a ajouté « Je sais que vous avez faim. Moi aussi j'ai faim. Je vais vous donner un conseil. Quand on est occupé à quelque chose d'intéressant, le repas arrive plus vite. » Yatsek avait du mal à le croire, parce qu'il a toujours faim et il n'arrive pas à penser à autre chose, même quand on lui raconte des histoires drôles. Maintenant qu'elle a rouvert, mes petits frères vont aussi à l'école de la rue Novolipki. Jurek aime beaucoup sa maîtresse, qui est très gentille et qui lui donne une tartine tous les matins. Ils font pousser des graines de haricots dans des pots pour décorer la classe. Au mois de mai, ils vont jouer dans un spectacle sur les 4 saisons. Jurek sera un flocon de neige et Yatsek une jonquille. Ça ne lui plaît pas du tout. Grand-mère leur fabrique des costumes avec des vieux tissus et moi je dois les faire répéter même s'ils n'écoutent rien.
L'autre jour, il jouait aux Allemands dans la cour avec les voisins. Jacek criait « Jude, raus, raus !» et les autres devaient sortir les mains en l'air. Jurek s'est mis à pleurer. Il a dit qu'il ne voulait pas faire le juif. Je l'ai consolé et j'ai puni Jacek parce qu'il est plus grand et qu'il doit donner l'exemple. Yankele, qui habite sous le toit, se faufile dans un trou du mur plusieurs fois par semaine et il rapporte de la nourriture. Il m'a proposé de m'emmener avec lui la prochaine fois. J'en avais envie, mais ça me faisait peur. J'en ai parlé à mon père. Il m'a répondu que Yankele était aussi courageux que le rouge-gorge du poème, Reutkele, parce que chaque fois qu'il s'envole de l'autre côté du mur, il risque de finir en cage ou d'être tué par un chasseur. Mon père avait l'air si triste. Il m'a dit « Boubele, si tu te faisais tuer pour un bout de pain, je ne pourrais pas le supporter. » Il m'a expliqué que chacun avait un talent qui le rendait unique et qu'il pouvait partager avec les autres. Il dit que partager ce talent nous rend plus heureux. Il m'a parlé de Rana, qui chante aux soirées du comité d'immeuble. Sa voix est si belle qu'elle console ceux qui sont tristes. J'ai pensé à Rana et j'ai dit à mon père que je ne pensais pas avoir un talent qui me rendait unique. Bien sûr, je sais me battre et je suis plus forte que certains garçons. La semaine dernière, j'ai défendu Jacek quand les voisins de la rue d'à côté l'ont attaqué. Mais pour une fille, maman trouve que ce n'est vraiment pas une qualité. Mon père a réfléchi. Il m'a répondu que mon talent était caché dans mon prénom. Eva. En hébreu, ça veut dire vivante. Toi, Boubele, tu es la petite flamme de la vie. Tu vois, grâce à toi, elle brille sur nous tous. Quand il me parle, on dirait qu'il devine. Ma colère s'en va et je ne suis plus triste. Le texte s'arrête là. Au bas de la dernière phrase, l'historienne a écrit à la main « Rédaction d'Eva Wollmann, datée d'avril 1942 ». Le sujet était « Faites le portrait de quelqu'un que vous aimez ». L'Institut juif historique, elle marche longtemps sur le territoire de l'ancien ghetto, dans les rafales de vent et de neige. Elle ne veut pas quitter tout de suite cette Eva de 12 ans. Elle a besoin de se promener sur ses pas. Après la guerre, ces rues n'ont pas été reconstruites à l'identique comme la vieille ville. Elle n'y retrouve pas cette impression de trompe-l'œil somptueux, de ville-musée. Dans ce quartier de Bouranouf, le paysage urbain porte l'empreinte du réalisme socialiste. Aucun, avant de la quitter, l'historienne l'a prévenu que beaucoup de rues n'existaient plus, ou sous un autre nom. D'autres ont été déplacées ailleurs. Il faut chercher les rares vestiges faits de longs détours pour apercevoir un pan de mur du ghetto, une plaque, un monument. L'ancien palais de justice et l'immeuble du Judenrat sont encore debout. L'église Saint-Augustin ne se dresse plus sur un champ de gravats. Elle est entourée de rues tranquilles et de squares enneigés. Les Wollmann habitaient un peu plus loin dans la rue Novolipki.
Eva et ses frères fréquentaient la cantine-école du numéro 68. L'enfance d'Eva s'est terminée ici. Giflée par les bourrasques, Irène croise des passants emmitouflés qui promènent leurs chiens. Qui se souvient du spectacle des 4 saisons? Des enfants déguisés en flocons et en jockeys. Qui se souvient des visages de ceux qui survivaient sur ces rues? Ce quartier résidentiel avec ses espaces verts et ses appartements spacieux est leur cimetière. Il a été bâti avec les restes du ghetto. On a mélangé le béton à la terre funéraire et au reste des morts. Tout se transforme, rien ne se perd. Elle marche sur eux. Et la mélancolie qui l'envahit, comme l'humidité ronge un mur, porte le fantôme des rues effacées. Est-ce qu'il hante aussi les habitants de Noinouf? L'historienne lui a confié que certains entendent jouer du violon dans leur appartement la nuit. D'autres sont réveillés par des rires d'enfants. Irène ne fait que passer, mais ce qu'elle ressent est si fort qu'elle éprouve le besoin de parler à Eva. La petite fille l'intimide moins que la survivante. Elle lui dit « J'avais peur de savoir, mais tu vois, je suis là ». Elle traverse l'avenue Jean-Paul II pour rejoindre la prison Paviac et continue jusqu'à Lundschlagplatz, un monument traversé de courants d'air au bord d'une rue laide où le trafic est dense. C'est là qu'on les entassait des heures durant, là qu'on les poussait vers les trains dans une cohue de larmes et de cris. La simplicité du mémorial figure le piège cerné de murs, l'impuissance et l'angoisse. Un vide sans mots, où le vent s'engouffre. Irène s'attarde devant les prénoms gravés dans la pierre. Son portable vibre dans sa poche. Au bout du fil, la voix de Janina, son homologue de la Croix-Rouge polonaise. Brusquement, la vie reprend ses droits. Des semaines plus tard, alors qu'elle a regagné Arolsen, elle reçoit des nouvelles de Lucia Heller. Chère Irène, je ne sais comment vous exprimer notre reconnaissance. Les documents que vous m'avez envoyés nous bouleversent. Vous vous excusez d'avoir retrouvé si peu de choses à Varsovie, mais vous n'imaginez pas la valeur de ces traces pour nous. Rendez-vous compte qu'il ne nous reste rien d'eux, pas même une tombe où nous recueillir. À travers le texte d'Eva, ma mère a retrouvé son oncle Médresse, aussi doux et sage que dans sa mémoire. Elle regrette que son père soit mort avant d'avoir pu le lire, car ce frère chéri lui a manqué chaque jour de son existence. Dans la fratrie, mon grand-père était l'entrepreneur et Médresse l'intellectuel. Ils s'admiraient et se chamaillaient sans cesse. Les passages où Eva parle de ses frères nous ont profondément émus. La dernière fois que ma mère les a vus, le plus petit ne marchait pas encore. Elle a tenu à réunir ses enfants et ses petits-enfants pour leur lire la rédaction. À la fin, tout le monde pleurait. C'était comme une cérémonie en leur mémoire. Il y a tant d'amour dans ce texte et de maturité déjà. On aurait dit qu'Eva était là avec nous. J'espère que mes filles se souviendront d'elle. Je pense souvent à ce que vous m'avez dit. Vous vous souvenez ? Ne laissez pas leur mort éclipser leur vie. Grâce à vous, c'est un peu de leur vie qui nous a été rendue. J'ai fait encadrer les photos d'Eva pour qu'elle ait sa place dans notre maison. J'ai beaucoup parlé de vous ici, de votre travail. Tout le monde veut vous rencontrer. Nous serions honorés si vous acceptiez de venir nous voir à Buenos Aires. Irène lui répond « Chère Lucia, la dernière fois que nous nous sommes vus, je cherchais les mots qui adouciraient votre voyage vers vos disparus. Et c'est vous, aujourd'hui, qui me rendez l'appareil au moment où j'en avais besoin. Voyez-vous, parfois, je doute de l'utilité de notre travail. À quoi bon nous attacher à restituer leur nom et leur histoire aux victimes du nazisme, alors que partout, les hommes continuent à haïr et à détruire, comme s'ils n'avaient rien appris de l'histoire.
Merci de me rappeler, avec votre sensibilité généreuse, le sens de ma mission, celle que votre tante m'a transmise. La force d'Eva et la douceur de Maîtresse se mêlent dans vos racines. C'est un bel héritage. Je suis sûre que vos filles sauront y puiser l'inspiration de leur vie d'adulte. Quant à moi, je viendrai avec joie, dès que mes enquêtes m'en laisseront le loisir.